Bonjour à tous, 8e séance de C#, le langage de programmation de Microsoft. Je sais que parmi vous, des gens ont déjà programmé et vous avez pris l'habitude, et vous appréciez pas mal, hein, j'ai remarqué parmi vous, demander des informations à l'utilisateur, d'accord, de faire saisir des informations à l'utilisateur depuis son clavier, comme ces informations bancaires par exemple, que vous pouvez ensuite récupérer au niveau de l'exécution de votre programme. Une fois n'est pas coutume, bien évidemment, ce cours C# n'échappe pas à la règle et va proposer cette petite séance-là. C'est une séance, une vidéo de transition qui sera assez courte, parce qu'on a fini plus ou moins les concepts basiques, ou en tout cas les petites bases en C#, parce qu'on va attaquer un très gros chapitre pour la suite, on va voir énormément de choses. D'ailleurs, s'il y a des gens parmi vous qui programment déjà, vous avez remarqué qu'on n'a pas trop abordé les chaînes de caractères, on n'a pas trop parlé des tableaux non plus, vous connaissez déjà ça pour certains d'entre vous, mais vous comprendrez très vite pourquoi. Il y a énormément de choses à aborder avant ça, et on va avoir bien évidemment l'occasion de voir tout dans le détail. Pour cette vidéo transition, comme vous l'avez vu de toute manière sur le titre, on va apprendre à lire des données depuis le clavier, d'accord, des données que l'on va demander à l'utilisateur avant de continuer l'exécution de notre programme. Je vais vous montrer trois petites choses, trois petits outils. Alors, vous allez voir, ce que je vais vous montrer ici ne servira pas qu'à lire sur un clavier, on s'en servira bien plus tard pour lire tout un tas d'autres informations, mais ici on va se contenter d'une lecture en mode console depuis tout simplement le clavier, qui est un périphérique d'entrée que possède votre utilisateur. Ça peut être vous d'ailleurs en même temps au niveau des tests. On a vu jusqu'à présent ici avec console qu'on pouvait afficher du texte, on a abordé ça sur les toutes premières séances, c'était vraiment la base des bases, c'est le genre de première chose que l'on fait. On va faire l'inverse. Nous, plutôt que de décrire des données ici en console, on va demander les informations à l'utilisateur. On a au plus simple, la méthode la plus simple, et d'ailleurs ça rejoint un petit peu celle qu'on a vue ici pour écrire, ça va être la méthode read. On va faire tout simplement, alors je vais le récupérer dans quelque chose, par exemple je vais faire un int c. Vous allez comprendre pourquoi on fait un integer comme type de données, parce que nous allons récupérer ce type d'information. On n'a pas encore abordé ensemble les méthodes, les retours de méthodes, ce qu'elles peuvent envoyer, mais en fait il faut que vous compreniez pour le moment, ça sera largement suffisant, c'est qu'ici on va appeler cette méthode read, qui comme l'indique le terme anglais ça veut dire lire, et en fait ceci va renvoyer une information, ça va nous donner un résultat, et ce résultat on l'affecte ici à notre variable c. Pour le moment c'est tout ce que vous avez besoin de savoir concernant les méthodes. On verra bien évidemment tout un ensemble, on va dire, de choses là-dessus, de manière détaillée plus tard. Alors d'ailleurs c'est pas conol, c'est console. Voilà. À partir de là, si je fais un simple writeLine de C, donc vous savez afficher des variables, on l'a déjà vu, on peut regarder tout ça dans le détail. On fait un petit .NET Run pour pouvoir compiler et exécuter directement, et vous allez regarder directement ce que ça nous donne. Ici, donc vous voyez, on a la phrase, on voit bien ici un petit prompt qui nous indique de devoir saisir une information. J'ai pas mis de message pour dire saisissez, tapez quelque chose, etc. C'est pour l'exemple de toute manière. Et là, je vais simplement taper un caractère, j'appuie sur la touche entrée, et nous avons une valeur qui s'affiche. Je peux relancer l'exécution, d'ailleurs j'aurais pu faire directement une exécution ici. Je vais taper par exemple un A majuscule et on obtient ceci. Première chose qui va certainement vous étonner, c'est de voir que finalement on demande un caractère au clavier, c'est effectivement ce qui se passe, d'accord, on saisit une touche du clavier, en l'occurrence ici un caractère, une lettre même, un D minuscule, un A majuscule, et on se retrouve à afficher finalement une valeur, d'accord, on a un entier. Tout simplement, c'est le code, d'accord, c'est la valeur en fait codée, ok, donc en décimale ici, de votre caractère. On a ce qu'on appelle une table ASCII, je vous laisserai faire des recherches si vous voulez de votre côté, si vous ne savez toujours pas en tout cas ce que c'est, si vous n'avez jamais programmé de votre vie, ce sera certainement quelque chose de nouveau pour vous. Et dans cette table ASCII, pour pouvoir coder les caractères, pour pouvoir les reconnaître, les utiliser sur nos ordinateurs, comme par exemple on fait aujourd'hui d'ailleurs si vous êtes habitué avec vos smartphones, tablettes, etc., avec les emojis, vous voyez les petits caractères, les petites frimousses là qui font différentes expressions faciales, ce sont également des caractères qui ont besoin d'être codés, parce qu'un ordinateur en lui-même, tes images, etc., il ne sait pas vraiment ce que c'est. Il a besoin d'un système de codage pour pouvoir reconnaître ces choses-là. Donc le A, ici on a vu le A majuscule, est tout simplement codé, c'est-à-dire via un codage décimal en tout cas, avec la valeur 65. La valeur 65 décimale, ça correspond au A majuscule. Alors attention, très important, parce que je vous l'avais dit en informatique, la casse est importante, c'est sensible à la casse, les minuscules et les majuscules. Le A minuscule, lui, il est codé, enfin en tout cas sa valeur décimale, c'est 97. Voilà. Cette méthode read fait ceci. Elle va lire un caractère, mais elle va retourner un entier. Si vous essayez de récupérer directement sous forme de caractère, vous allez avoir un problème à la compilation. Il va vous dire simplement qu'il va falloir une conversion, puisque vous essayez en fait de transformer implicitement un int en char.
Alors après, on peut éventuellement, plus tard, vous verrez qu'on abordera ça avec un autre élément convert, on peut faire un toChar et on peut finalement convertir notre élément là dans autre chose. Je mets ça comme ça, d'accord? Donc par la suite, hein, c'est-à-dire ici. Mais pareil, c'est pas forcément une, comment dire, une opération qui va forcément fonctionner, d'accord? Il peut y avoir une erreur à ce moment-là. Et on n'a pas spécialement vu comment traiter ces cas d'erreur, voilà, comment gérer un petit peu les erreurs dans notre programme. Comme c'est déjà beaucoup plus avancé par rapport à où nous en sommes, je vous passerai le détail pour le moment, puisqu'on l'abordera plus tard, on n'en est pas encore là. C'est pourquoi cette méthode, vous allez, dans la mesure du possible, l'éviter. En tout cas, tant que vous n'avez pas encore tout ce qu'il faut comme outil pour l'utiliser correctement, je parle de 1, la méthode donc read, voilà, pour par exemple faire une conversion, autant utiliser autre chose. Mais c'est quand même une première que je voulais vous montrer, ce qu'il faut la connaître, elle fait partie des choses à connaître en C#. Finalement, si on veut lire quelque chose au clavier, plus simplement, on va travailler sur une chaîne. D'accord? Vous pouvez appeler ça un texte, que vous voulez, peu importe. Et ici, ce ne sera pas read, mais readline. Et à partir de là, afficher le texte en lui-même est simple. On retourne une chaîne de caractères, ça va forcément poser beaucoup moins de problèmes. Je fais ça, donc ça recompile, etc. Je peux mettre un texte avec des espaces également, et vous voyez que je retrouve exactement la même chose. Donc c'est l'avantage. L'arrêt de la lecture se fait au moment où je fais entrer. Au moment où il y a une interruption clavier, ça peut être la touche entrée ou autre chose, hein. Je peux m'amuser à couper par exemple avec un CTRL-C, peu importe. Voilà, on peut avoir des coupures, là il ne se passera rien parce qu'on n'a rien saisi du tout. Mais voilà, on peut parfaitement faire ce genre de choses aussi. D'ailleurs, tiens, on peut regarder, par exemple je mets OK, je fais CTRL-C, voilà. Ça interrompt le programme, donc ça c'est un cas particulier, ça envoie un appel au système pour dire de couper l'exécution du programme. Mais tout simplement, readline va lire tout ce qui passe au clavier jusqu'à l'appui sur la touche entrée, jusqu'à la terminaison finalement, un signal qui dit de terminer la lecture, stocker ça dans une string, une chaîne de caractères tout simplement, et là c'est beaucoup plus simple de l'afficher. Il n'y a pas d'histoire d'entier, etc. Parce qu'on ne parle pas ici d'avoir l'information par exemple d'un caractère sous forme décimale. On enregistre tout sous forme de chaîne de caractères. C'est la deuxième chose que je voulais vous montrer. Comme ça, si plus tard vous faites, pour vous exercer, vous faites des petits programmes de test avec tout ce que vous avez vu jusqu'à présent, au moins vous saurez comment saisir des informations. S'il y a des fois des gens qui me le demandaient, puisqu'on a l'habitude de le voir dans pas mal d'autres langages. C'est pour ça que je voulais vous faire cette petite vidéo. Et pour terminer, alors c'est un petit bonus, hein, c'est vraiment un peu pour s'amuser vite fait, parce que pareil, on aura l'occasion de retravailler éventuellement avec. On va dire qu'à ce stade, ça n'aura pas grand intérêt, mais je trouvais intéressant de l'aborder avec vous, parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on retrouve de natif, en tout cas d'intégrer directement dans plein d'autres langages de programmation. C'est tout ce qui concerne notamment les touches de votre clavier. Il y a une autre méthode qui est assez intéressante à utiliser. Cette méthode, on fera un affichage d'ailleurs très simple. On va faire ici. Alors déjà, on va commencer dans l'ordre. C'est la méthode readKey, d'accord? Donc la clé en fait, c'est tout simplement la touche du clavier. Et ici, ça ne va pas retourner un entier, ça ne va pas retourner une chaîne de caractères, mais ça va retourner un type en fait qui n'est pas forcément natif, c'est-à-dire c'est pas un integer, etc., mais un type un peu spécial, d'accord? Un type personnalisé, mais qui est un type déjà existant en C#. C'est une structure qui s'appelle tout simplement console key info. Ok, donc je vais appeler ça CKI, voilà, comme pour simplement ça. Alors pour le moment, je ne donnerai pas d'autres détails là-dessus, parce qu'on n'a pas encore abordé les structures, les classes, etc. Mais sachez voilà que vous avez ce genre d'élément là, qui permet donc tout simplement de récupérer le retour de cette méthode. Mais c'est pareil, des choses qu'on abordera plus tard. Donc on peut le lire, et ensuite on peut bêtement afficher ça. On va déjà regarder ce que ça donne ici, que vous voyez un petit peu la différence. Donc voilà, ici il me demande de saisir quelque chose. Dès que je vais appuyer sur une touche, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de faire entrer, d'accord? En gros, le programme est en attente, d'accord? Il écoute votre clavier. Quand on dit qu'on écoute un périphérique, ça ne veut pas dire qu'on l'écoute avec des oreilles, évidemment. Ça veut simplement dire qu'on attend une action sur ce périphérique, et dès qu'il se produit quelque chose, il y a un déclencheur et il y a un traitement qui se fait. Ici, on écoute le clavier dans l'attente d'appuyer sur une touche. Dès que j'appuie sur une touche, hop, on récupère notre élément. On voit que par défaut, c'est un élément system.console.keyinfo. Effectivement, système, je rappelle que c'est un espace de nom, c'est quelque chose qu'on abordera, j'en avais parlé très rapidement au début de formation, et ça, c'est un autre élément qu'on a dans cet espace de nom. C'est en l'occurrence ici une structure, d'accord? Mais on aura voilà, tout le loisir d'en parler plus tard. Cette structure, tout ce que vous avez à comprendre, c'est qu'en fait, c'est comme une boîte, d'accord? C'est un ensemble d'éléments, c'est-à-dire que ça représente ceci, hein, ça représente une console keyinfo, il n'y a pas d'autre chose à dire là-dessus, mais ça possède quelques informations supplémentaires. C'est-à-dire que de cette structure, on a besoin peut-être d'accéder à une information particulière. Les deux choses que vous pouvez retenir pour le moment ici, d'accord, c'est que pour cet élément console keyinfo, vous avez la possibilité de récupérer la clé ou de récupérer la clé sous forme
de caractères Unicode. Unicode, rappelez-vous, Unicode, pardon, c'est par exemple là-dessus que sont codés par exemple vos emojis sur votre smartphone, tablette, etc. Quand vous envoyez un emoji, c'est quelque chose qui est codé aussi, d'accord? C'est un caractère Unicode et ça permet notamment de l'afficher via ça. Donc comment on fait? Tout simplement, c'est de mettre le nom de la variable, parce que c'est là-dessus en fait qu'on a stocké cette information-là, et ça, c'est l'attribut, d'accord? C'est le champ ou si vous voulez une variable qui appartient à ce type de structure, et on veut nous récupérer ça. Donc si je veux afficher la clé, je vais mettre simplement un point et le nom de l'attribut en question, point key. Alors vous inquiétez pas, les attributs on les abordera plus tard aussi. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est vraiment une vidéo de transition entre ce qu'on a vu jusqu'à présent, du simple affichage, etc., manipulation de variables, avec tout ce qui va arriver pour la suite, classe, structure, tableau, chaîne de caractères, etc., méthode, enfin bref, on va avoir énormément de choses pour le prochain chapitre, dès la prochaine séance. Ici, je vais recompiler, réexécuter. Donc si je fais la touche, par exemple A minuscule, donc la touche de mon clavier, parce que finalement le A, il faudra activer la touche Maj. Je fais ça et vous voyez qu'il me dit voilà, tu as appuyé sur la touche A. Il ne fait pas la distinction ici, puisque pour lui c'est la touche A, et la touche A, c'est-à-dire la clé, d'accord, du clavier, hein, la touche telle quelle, le symbole, c'est un A. Il ne fait pas la distinction à ce moment-là. Si par exemple je fais la touche échappe de mon clavier, voilà ce qu'on a. Et je peux en faire plein d'autres. Je peux faire la touche entrée. Donc entrée, c'est le terme qu'on lui donne nous, mais est-ce qu'elle s'appelle entrée? Non, si vous appuyez sur entrée, vous avez vu que ça finissait une saisie. Ici, il capture véritablement, il vous rend en tout cas le nom de cette clé, le nom de cette touche. La touche s'appelle, d'ailleurs c'est un terme anglais, Enter, d'accord? Les termes sont forcément en anglais. Et je peux le faire pour pas mal de choses. Je peux le faire pour la touche Maj ici, donc le Shift, on peut le faire pour Tab, on peut le faire pour plein de choses, d'accord? Est-ce qu'on peut le faire normalement pour Contrôle, etc. Ou Alt, ou n'importe. Spacebar pour la touche d'espace, et ainsi de suite, d'accord? On peut, si on veut récupérer pour le coup la valeur en le caractère Unicode, c'est tout simplement cet élément-là, qui est car. Et là, vous allez avoir véritablement ce que vous avez en fait tapé. Alors l'avantage, là, c'est qu'en fonction, peu importe l'agencement de votre clavier, hein, AZERTY, QWERTY, c'est quoi aussi QWERTZ pour les suites, je crois, peu importe, en fait, dans ce moment-là, il vous redonnera en fait le caractère Unicode, à quoi ça correspond. Donc là, peu importe où vous avez appuyé sur votre clavier, si vous avez appuyé sur la touche P de votre clavier, peu importe où elle se trouve, en fonction du clavier physique que vous avez, il reconnaîtra ça. Parce que vous avez bien compris qu'en fonction de l'agencement, la touche, c'est pas forcément la même. Chez nous, par exemple, pour les AZERTY, il y a le A qui a un certain emplacement. Ceux qui sont en QWERTY, eux, leur A, c'est en fait la touche Q, si on se base simplement sur le caractère. Là, on prend véritablement le caractère Unicode, d'accord? C'est-à-dire la vraie valeur de celui-ci. Donc là, je fais touche espace et il n'y a rien, parce que la touche espace, ça correspond à rien du tout. C'est un espace. Ok, c'est une espace en tout cas aussi au niveau informatique. Voilà, je pense que tout est dit à ce niveau-là. Donc là, c'était plus gadget pour le moment, hein, c'est pas de toute façon très intéressant, mais c'était surtout pour faire la transition, encore une fois, avec ce que nous allons voir par la suite. Là, vous voyez, je vais commencer à vous parler de structure, je vous ai parlé un peu d'attributs, on a parlé un peu plus de méthode, on a parlé un petit peu d'espace de nom, vite fait, on a fait quelques petits rappels. Il y a plein de termes là qu'il y a eu dans cette petite vidéo de transition qui annoncent finalement un petit peu ce qui vous attend pour la suite de cette formation, et notamment le gros chapitre qui arrive. On va regarder un petit peu tout ça. Vous savez que le paradigme, d'accord, c'est-à-dire que le langage C# permet de programmer en objet, d'accord, c'est le paradigme principal, tout est objet, de toute façon on ne peut pas programmer simplement en impératif, en procédural, on manipule partout des objets. Vous avez d'ailleurs, rappelez-vous, ici créer une classe, même si vous n'avez pas pour le moment comment ça fonctionne, mais dans votre programme vous avez vu que vous avez obligatoirement une classe. Si vous l'enlevez, il va y avoir des problèmes, ça ne marchera pas. Et on avait notamment cette méthode main aussi, où on avait un petit peu détaillé brièvement en tout cas comment elle était structurée, même si on n'a pas encore abordé toutes ces choses là pour le moment. Voilà, on va s'arrêter là parce qu'après on peut commencer à s'étaler et on va un petit peu déborder sur ce qui nous attend en tout cas pour la suite. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à ce stade en tout cas du cours, vous pouvez déjà vous exercer avec plein de choses. Mine de rien, on a vu pas mal de petites choses qui vous permettent de bien vous familiariser avec de l'affichage, avec tout ce qui est structure conditionnelle, les boucles, donc la répétition d'informations, avec de l'affichage de tout un tas de types de données, et éventuellement de la saisie. C'est pas mal, même si au niveau saisie, vous ne pourrez pas forcément faire grand chose, parce que vous n'allez pas pouvoir contrôler qu'est-ce qui a été saisi, est-ce que c'est bien un caractère, est-ce que c'est bien un nombre, etc., etc. Il y a encore pas mal de choses à voir pour la suite. Donc vous inquiétez pas, s'il y a des choses que vous ne savez pas encore faire, c'est normal à ce stade, on est loin d'avoir tout vu, mais vous pouvez déjà vous contenter de ça pour vous exercer avec pas mal de choses, histoire d'être prêt pour la suite. Je vous dis à bientôt, s'il y a de moindres questions, bien sûr, n'hésitez pas dans les commentaires, je me tiens à votre disposition. Ciao tout le monde.